Bonjour à tous et merci à Stéphane de me donner l'opportunité de vous présenter la thérapie fondée sur la compassion ce matin. C'est une approche thérapeutique que j'ai intégrée dans ma pratique depuis maintenant une dizaine d'années et qui a été développée par le professeur Paul Gilbert qui travaille à l'université de Derby en Angleterre. C'est une approche qui est ancrée dans la neuroscience, dans les théories évolutionnistes, les théories de l'attachement, etc. Mais j'ai choisi de ne pas me référer aux auteurs ni aux théories pendant cette présentation qui est courte et j'ai plutôt envie de vous donner un aperçu global de ce que nous faisons en TFC. Et j'espère évidemment pouvoir vous donner l'espoir de l'intégrer dans votre pratique quotidienne. Ce modèle a été initialement développé pour des patients déprimés qui souffraient d'un niveau élevé de honte et d'autocritique. Suite à la constatation que ces patients résistaient beaucoup aux techniques traditionnelles en TCC, c'était des patients qui, suite à une séance sur la restructuration cognitive, pouvaient dire quelque chose comme « Je sais que c'est pas ma faute, mais je me sens coupable. Je sais que je ne devrais pas, mais je me sens honteux. » Donc, la constatation a été que si la cognition et l'émotion ne disent pas la même chose, si la cognition et l'émotion ne racontent pas la même histoire, l'émotion a tendance à prendre le dessus et ne permet pas à la cognition de changer l'expérience. La question de Gilbert a donc été comment activer les émotions encourageantes et apaisantes congruentes avec les émotions, avec les cognitions, pardon, qu'on a envie de favoriser en psychothérapie. Et c'est ce qu'il va appeler ensuite le soi compassionnel. Et comment créer un soi compassionnel ou activer un soi compassionnel chez des gens qui n'ont absolument pas de référence interne pour ce type d'expérience. Chez des personnes qui ont peut-être jamais vécu autre chose que des critiques, des blâmes ou l'absence totale de réponse lorsqu'ils étaient en difficulté. Si un enfant, 100 fois, 1000 fois durant l'enfance, va vivre l'humiliation, la honte, le rejet ou l'absence totale de réponse quand il est en difficulté, c'est un enfant qui risque de se couper pour ses émotions, qui risque de se couper aussi de la relation comme moyen pour apaiser les émotions. Et c'est donc un patient qui risque de s'éloigner de son ressenti. Alors qu'en TFC, nous avons envie d'aller vers ce qui est difficile, vers la souffrance, pour ensuite être aidant. Voyons maintenant la définition de la compassion, étant donné qu'il y a pas mal de malentendus concernant ce que c'est la compassion. La définition retenue par Paul Gilbert est la même que Dalai Lama utilise. Et je dirais que même s'il y a plusieurs définitions de la compassion, toutes les définitions contiennent deux éléments qu'on retrouve aussi dans cette définition, qui est donc la sensibilité à la souffrance en soi-même et chez les autres, accompagnée d'une motivation et d'un engagement profond pour la soulager et la prévenir. La compassion nécessite donc deux compétences très différentes que nous allons essayer de développer en thérapie. D'abord la compétence d'aller vers ce qui est difficile, ensuite soulager. La capacité d'aller vers la souffrance. Et qu'est-ce qu'on entend par la souffrance chez nous? C'est tous les tracas qu'on peut avoir dans notre quotidien, plus ou moins grand. Nécessite beaucoup de courage. Surtout que nous sommes, en tant que mammifères, programmés
pour nous éloigner de ce qui fait mal. On peut juste essayer chacun de nous de penser à une situation qui génère un petit peu d'anxiété et moi je peux aller vers ce que je suis en train de vivre actuellement et qui est stressant pour presque tout le monde, le moment où on présente où on prépare en tout cas une présentation. À ce moment, si je me tourne vers moi, je peux entendre que j'ai une partie critique qui dit quelque chose comme « Tu ne devrais pas te sentir inquiète, c'est nul, tu devrais à 53 ans être tellement habitué à faire des présentations que tu sens rien, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. » Je peux aussi avoir une partie beaucoup plus banalisante qui trouve que les problèmes ne sont pas très compliqués à gérer. Hein. C'est une présentation de 30 minutes, et puis par vidéo, donc rien du tout. Ça va être facile. Je peux avoir une autre partie qui a envie de solutionner des problèmes, qui va dire « mais centre-toi sur tes présentations précédentes et puis résume un peu et puis voilà, tout ira bien. » Je peux avoir une partie évitante aussi qui va me dire « mais Maline, fais ça demain. Tu as des photos qui ne sont pas triées depuis 20 ans. C'est peut-être en ce moment une excellente idée de les trier. » Voilà. Donc, chacun de nous a des parties qui se manifestent quand on est en difficulté avec des stratégies plus ou moins efficaces. Le problème avec ces stratégies, c'est que même si elles me proposent des solutions, elles ne sont pas véritablement aidantes parce qu'aucune de ces stratégies se tourne vers ce qui est difficile pour moi. Personne ne s'est pris la peine, personne ne s'est pris la peine d'écouter pourquoi je serais nerveuse. Et du coup, comment solutionner quelque chose si on n'a pas une bonne définition du problème? Donc, c'est là qu'on doit aller en premier, trouver des conditions, générer des conditions pour que nos patients puissent aller vers ce qui est difficile. La deuxième partie de la définition concerne ce que nous faisons une fois qu'on a été vers la souffrance. Un médecin qui fait la constatation que j'ai une jambe cassée, même si c'est avec beaucoup d'empathie, n'a aucune compassion s'il se tire après avoir fait le diagnostic. Il n'y a aucune compassion dans notre perspective sans action. Et pour avoir des bonnes actions, il faut des compétences. Je peux avoir beaucoup de compassion pour un enfant qui tombe dans l'eau. Je vois la souffrance, je saute dans l'eau pour sauver l'enfant. Mais si, lorsque je saute, je me rappelle que moi, je ne sais pas nager, ben, je ne vais pas être très aidante. Donc la compassion nécessite qu'on aille vers la difficulté et qu'on ait après des compétences pour prendre soin de ce qu'on va trouver, pour solutionner la difficulté. Donc, j'espère avec cette brève introduction avoir convaincu que la compassion n'est pas une émotion, la compassion n'est pas de l'amour, la compassion n'est pas une espèce d'état harmonieux, idéal qu'on n'atteindra jamais. La compassion est une motivation. Et elle peut donc avoir plusieurs visages. Elle peut parfois avoir l'air comme ça, parfois comme ça, parfois c'est tout simplement une acceptation que la situation elle est compliquée, mais je peux trouver tout ce qu'il faut en moi pour faire face à cette situation. Je peux prendre soin de moi dans cette situation, quelles que soient les émotions que je vis. Donc je viens de dire que la
compassion est une motivation. Nous traversons une multitude de motivations durant une journée. Parfois, on est aux prises avec des motivations contradictoires, paradoxales. Et en TFC, on veut mettre en évidence ces motivations. On veut étudier les patterns qui définissent nos motivations. Et on veut expérimenter avec nos patients si la compassion peut être une motivation alternative intéressante dans certaines situations. Donc, dans notre perspective, la motivation est un organisateur de notre cerveau. Il va influencer la manière dont je perçois une situation, elle va influencer mes comportements dans une situation, elle va influencer mes souvenirs, elle va influencer comment je me sens émotionnellement. L'émotion nous raconte toujours comment on se situe par rapport à notre motivation. Si ma motivation est actuellement de vous convaincre ou de vous séduire d'une certaine manière, alors quand mon cerveau perçoit le type qui vient de sortir, je risque d'avoir une émotion un petit peu d'angoisse parce que le but que je suis en train de poursuivre n'est pas tout à fait atteint par rapport à cette personne-là. Visiter des situations différentes à travers des motivations différentes est très intéressant à faire avec nos patients. Si ma motivation, quand je suis avec un supervisé, est le pouvoir, qui est une motivation très commune, fréquente chez nous les êtres humains, mon attention va être plutôt sur les erreurs. Mon comportement va probablement être de les relever sans beaucoup d'empathie. Alors que si ma motivation est la compassion, je vais aussi voir les difficultés de ma supervisée, mais mon comportement va être d'essayer de créer une ambiance dans laquelle on peut aller en sécurité vers ce qui est difficile pour le superviser, pour essayer d'être aidant. Donc on peut, vous voyez ce cercle, on peut avec nos patients passer à travers tous ces éléments pour voir ce qui différencie ou ce qui change pour nous selon la motivation que nous avons. Maintenant, les patients ont pas mal de facilité pour imaginer ce qu'ils penseraient dans telle et telle situation, c'est la motivation et la séduction, le pouvoir, la protection de leur territoire, etc. C'est un peu plus compliqué avec la compassion parce que peu de nos patients connaissent cette version d'eux. Donc on a besoin d'activer cette version et on va le faire avec des imageries, avec des postures, avec le ton de notre voix pour que le patient puisse s'habituer à entrer dans cette compassion pour pouvoir regarder la situation à travers la compassion. Et plus on pratique, plus on devient apte à faire ça. Maintenant, cette motivation compassionnelle vient d'où? Nous nous référons aux théories évolutionnistes pour y répondre et nous pensons qu'il s'agit d'une motivation très très ancienne. Nous pensons que cette motivation prend son origine dans la motivation des parents de prendre soin de leurs petits. Nous avons tous survécu en tant que bébé parce que quelqu'un a été motivé à prendre soin de nous. Quelqu'un a été sensible à nos besoins. Quelqu'un a essayé de comprendre ce qu'on a voulu dire pour essayer d'y répondre de façon adéquate. Et c'est cette motivation-là que nous essayons de activer en TFC.
Notre vieux cerveau, c'est-à-dire cette partie de notre cerveau que nous partageons avec les bestioles et qui contient nos motivations et les émotions et où on trouve justement la motivation de la compassion, est aussi très sensible à cette position parce que le vieux cerveau est très préoccupé par notre protection. Il sait que si on est hors groupe, on est très exposé, on est visible pour un prédateur et notre vieux cerveau va nous signaler « Attention, retourne dans le groupe ou disparaît ». Si c'était comme ça, simple, on n'aurait pas autant de souffrance autour de la honte. La honte est probablement ce que nous ressentons quand nous commençons à donner du sens à cette expérience, quand le nouveau cerveau qui est capable de penser se mêle et qui dit quelque chose comme « Tu es à l'extérieur du groupe parce que tu es moche, parce que tu n'es pas intelligent ». En TFC, nous nous intéressons beaucoup aux conséquences pour nous, les êtres humains, d'avoir deux cerveaux. Un vieux cerveau avec des vieilles motivations, des vieilles émotions et un nouveau cerveau capable de penser. Pour illustrer ça, on prend souvent l'exemple du zèbre. On va imaginer qu'un zèbre est poursuivi par un lion. Le vieux cerveau signale danger. Le zèbre est motivé à partir. Il fuit et puis il se trouve en sécurité. Il s'apaise. Et les choses rentrent dans l'ordre assez rapidement pour le zèbre. C'est pas ce qui se passe pour l'être humain, n'est-ce pas? Nous pouvons, après coup, nous dire quelque chose comme « Mon Dieu, imagine si j'avais été mangé par le lion. Je peux sentir ses dents se planter dans mon cou. Je peux sentir le sang qui gicle avant que je perde connaissance. » Et on peut se relever la nuit en sueur en se disant « Et puis, et si mes enfants avaient été tués ? Et si demain, il y a 2 lions ?» Ça, c'est le nouveau cerveau qui est capable de imaginer, ruminer, fantasmer comme aucun autre animal. Et quand nous pensons, nous activons le vieux cerveau. Et ça, c'est impressionnant. Nous pouvons activer des régions très précises dans notre cerveau, tout simplement en évoquant une image ou en ayant une pensée. Et ce qui va se passer là, c'est qu'on va probablement se trouver dans des espèces de boucles où le nouveau va activer le vieux. Le nouveau, c'est-à-dire la pensée, va activer des émotions et les émotions vont influencer sur la manière dont on perçoit la situation. Et on va se trouver dans des boucles où le vieux influence le nouveau, etc. Et on va essayer d'entraîner les patients à voir quand ils sont pris dans ces boucles pour qu'ils puissent ensuite escorter leur attention en dehors de ces boucles. Parce que quand le vieux cerveau n'est plus alimenté par des pensées, il se calme. Et il ne va plus activer des émotions qui peuvent être compliquées pour nous. Parce que les émotions, c'est beaucoup comme la météo. Selon la météo, on va percevoir les choses très différemment. On va avoir des projets différents. On va avoir des souvenirs différents. On va avoir envie de faire des choses très différentes, même si le paysage est le même. Quand nous parlons des émotions en TFC, on va parler de 3 systèmes émotionnels distincts qui sont en réalité en lien permanent. C'est une métaphore et c'est une métaphore qui fonctionne assez bien aujourd'hui. On parle de 3 systèmes émotionnels. Un système rouge qui est préoccupé par notre survie et qui va générer des émotions comme la peur, la honte, la colère, le dégoût, etc. Un système bleu qui nous motive à aller vers ce qui est important pour nous et qui va générer des émotions d'enthousiasme. Et un système vert qui va générer des émotions beaucoup plus tranquilles et qu'on a intérêt à développer parce que ce système peut apaiser les pulsions,
les émotions du système rouge et nous encourager à aller vers le système bleu. Voilà, donc on va essayer de travailler sur le système vert en TFC. Maintenant, quelques mots sur le système rouge. C'est un système de régulation émotionnelle qui identifie très rapidement des menaces avec très très peu d'indices et nous prépare pour nous protéger. Ce système peut, comme tous les autres systèmes émotionnels, être activé par la présence de quelque chose de physique, mais aussi tout simplement par une pensée. Ce système est programmé à surévaluer le danger, à fermer notre capacité pour l'empathie et fermer notre envie ou notre capacité d'avoir une analyse globale de la situation. C'est évidemment extrêmement important si on se trouve dans une situation de réel danger. Si je me trouve dans la jungle ou sur la savane avec un lion derrière moi, je dois arrêter d'être empathique. Je ne dois pas me demander, mais le pauvre lion, est-ce qu'il est affamé? Je dois juste me tirer. Je ne dois pas me ralentir en me disant, mais est-ce que c'est vraiment un lion ou est-ce que c'est un gros chat? Je dois juste fuir. Notre vieux cerveau, il sait très très bien que nous pouvons manger plusieurs fois durant une vie, mais on ne peut que être mangé une fois. Et il ne veut pas se tromper. Donc, le vieux cerveau surévalue tout le temps le danger. Comme je disais, c'est très bien si on est réellement en danger. C'est beaucoup plus compliqué quand ce système-là s'active avec une rumination, quand on est en train de s'endormir. Parce qu'à ce moment-là, il va commencer à nous rappeler toutes les choses qui ne vont pas. Il va nous rendre très égocentriques. On va regarder moi, moi, moi. On ne va pas être capable de tenir compte des éléments qui peut-être nous permettraient de relativiser un peu la situation. Ce n'est pas notre faute. Et c'est quelque chose que nous répétons beaucoup en TFC. Ce n'est pas notre faute. Il y a plein de choses qui ne sont pas notre faute. Par contre, on a une responsabilité à comprendre ce qui se passe pour ne pas être pris en otage par ces mécanismes. Mais donc, ce n'est pas notre faute. C'est comme ça que ce système travaille. La menace est prioritaire. Les choses qui nous fâchent sont prioritaires. La honte est prioritaire, etc. Mais nous pouvons apprendre avec de l'entraînement à escorter notre attention vers le système vert. On peut arrêter d'alimenter le système rouge et aller vers le système vert qui est un peu comme une maman bienveillante qui dit à son enfant « Mais viens vers moi mon chéri, je comprends que tu es fâché parce que ta sœur a utilisé les crayons que tu viens de tailler. Peut-être que tu es aussi un peu triste. Viens dans mes bras, je t'aime. » Maman apaise, valide, calme. Et du coup, les émotions du système rouge diminuent progressivement. L'enfant devient capable de nouveau à être empathique, peut commencer à mentaliser, peut peut-être dire quelque chose comme « En fait, ma sœur, j'ai aussi piqué ses crayons. Hein. » Donc tout d'un coup, l'enfant est capable d'intégrer la réalité de l'autre et ça, c'est très aidant. Nous avons souvent peur d'intégrer la réalité de l'autre, mais c'est au contraire souvent ce qui va nous permettre de nous apaiser. Puis ensuite, la maman peut essayer de stimuler l'enfant à aller vers le système bleu. Mais maintenant, retourne vers ta sœur. Continuez à jouer. Je suis là. Je vous aiderai à tailler les crayons si jamais. En TFC, on veut activer, créer un soi compassionnel interne qui ressemble beaucoup à ça. Une compétence de apaiser et encourager. Voilà, quelques mots pour le système bleu. C'est un système
qui concerne nos pulsions et qui s'active quand nous identifions des ressources, des buts qui sont importants pour notre survie, pour notre reproduction ou pour notre intégration sociale. Quand notre cerveau identifie un but qui est intéressant pour nous, qui est accessible pour nous, nous devenons très motivés à aller vers ce but et rapidement. On devient enthousiaste, on a un peu de peine à distinguer si les choses sont vraiment importantes pour nous, si on a vraiment besoin de ces choses ou si on a juste envie. Quand on obtient ce qu'on désire, on va avoir une petite touche de dopamine qui va fonctionner comme un renforcement positif. Et ce renforcement positif ou le bien-être qu'on ressent ne dure pas très longtemps, donc on a envie de recommencer et ce système bleu est donc responsable de pas mal d'addictions. Il faut s'éloigner, éteindre. Tinder, il faut s'éloigner des stimulations pour apaiser un petit peu ce système. Il faut éteindre Tinder si vous voulez une relation stable. Vous devez vous éloigner de votre écran si vous voulez économiser un petit peu d'argent, pas aller sur Zalando, par exemple. Je ne vais pas dire plus sur ce système bleu parce que je vois que le temps file. Je vais dire quelques mots sur le système vert. Ce qui est important à retenir, c'est que le système vert n'est pas la compassion. Le système vert est un système émotionnel, mais c'est un système qu'on va beaucoup exploiter, essayer de favoriser en TFC parce que quand on est dans ce système, on devient, comme je vous disais tout à l'heure, capable d'empathie. On devient capable d'explorer des situations beaucoup plus facilement. On devient beaucoup plus capable de mentaliser. Quand on est dans ce système, on se sent sécure. Et vous savez que si on se sent comme ça, on devient beaucoup plus courageux. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, les êtres humains qui avons tellement de défis à affronter durant la vie. Maintenant, comment concrètement on veut favoriser la compassion? Alors, on va travailler sur 12 compétences qu'on veut développer avec nos patients et qui sont résumées dans le diagramme que vous avez devant vous ou dans le cercle. Le cercle intérieur concerne les compétences que nous avons besoin de développer pour aller vers la souffrance et les compétences extérieures concernent ce que nous devons travailler pour avoir des comportements compassionnels. Commençons par le cercle intérieur. Donc, la première chose qu'on doit faire si on veut aller vers la souffrance, c'est tout simplement de la noter. Donc, tout entraînement en Compassion Focused Therapy commence par la pleine conscience. Mais il ne suffit pas seulement de noter. On doit aussi être touché par la souffrance, notre souffrance ou la souffrance de l'autre. Et ça, souvent, c'est ce qui manque chez nos patients. Nos patients ne sont pas touchés par eux-mêmes. Ils sont même dégoûtés, honteux d'eux-mêmes. Donc, comment vouloir s'approcher de nous si on ressent ça? Donc, on doit essayer de favoriser une sympathie pour ce qui est difficile. On doit essayer de développer un sentiment d'avoir un peu mal au cœur pour nous. Sentir un peu la souffrance dans notre corps. On doit entraîner des compétences à tolérer la détresse, autrement, voilà, on ne va pas durer longtemps dans cette approche. Et également l'empathie. L'empathie dans cette approche concerne surtout la compréhension. C'est une empathie cognitive. On veut donner du sens, on veut essayer de comprendre. On est dans tel et tel état. Et puis, tout ça dans un esprit de non-jugement. Alors, je vois que le temps est bientôt fini. Je vais juste alors vous citer très brièvement une petite séquence que j'ai eue avec un patient qui a duré 1h30, mais je le résume
très brièvement pour que vous compreniez comment on peut travailler ces compétences. C'est un patient qui est venu la semaine passée en disant de façon très détachée, j'ai passé une journée de merde. Maman n'a pas téléphoné pour me souhaiter un bon année, mais je suis vraiment con de me préoccuper de ça. Vraiment con. Alors, à ce moment-là, je l'arrête et je lui demande « Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps quand vous dites cela ?» Là, je travaille la sensibilité. Qu'est-ce que vous ne voulez pas sentir dans cette situation? Donc, je fais ça quand il a les yeux fermés. Là, je vois une petite larme qui coule. Je ne veux pas sentir la tristesse. Je ne veux pas sentir ma vulnérabilité parce que je me sens fragile dans cette situation. Travaille là de nouveau sur la capacité à tolérer la détresse, à être à noter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Depuis quand est-ce que vous avez appris que c'est pas bon de se sentir vulnérable ou triste? Je prends ma main et je demande au patient de m'indiquer à quel âge à peu près il a commencé à sentir ça. Et il m'arrête à peu près vers 7 ans. Et je lui demande, mais quelles sont les stratégies que ce petit garçon a mis en place pour ne pas se sentir vulnérable, pour ne pas montrer qu'il est triste? Le patient me le raconte. Qu'est-ce que vous sentez par rapport à ce garçon? Peut-être pour favoriser ça, je peux aussi dire quelque chose comme... Donc, ce petit garçon de 7 ans pourrait vous regarder dans les yeux et dire quelque chose comme « Ne montre jamais ta fragilité, ne montre jamais tes émotions parce qu'on va te rejeter. » Parce que c'est un peu près ce que mon patient a dit. Donc là, je peux demander « Mais qu'est-ce que vous ressentez pour ce garçon ?» Beaucoup de tristesse. Donc là, je travaille la sympathie, la capacité de connecter émotionnellement avec la souffrance de l'autre. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour ce petit garçon? J'aurais envie de lui prendre dans mes bras. On est dans la sympathie. Est-ce que vous comprenez quelque chose sur votre réaction actuelle en étant en contact avec cette partie plus jeune de vous? On travaille sur l'empathie. Voilà, on peut continuer comme ça pour travailler ces différents éléments du premier cercle. Ce qui est vraiment spécifique à la TFC se trouve probablement dans le cercle extérieur. Pour aller vers des comportements compassionnels, on va essayer de créer un soi compassionnel. Parce que quand on est en contact avec ce soi compassionnel, lui, il sait ce qu'il faut avoir comme comportement. Et ça, c'est toujours absolument impressionnant quand on a créé un soi compassionnel. Le thérapeute n'a plus besoin de faire grand-chose. Quand le patient est connecté avec cette partie, il sait. Il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qui est bon pour l'autre. Et ça, c'est aussi très, très valorisant pour les patients de sentir qu'ils ont ces compétences-là à l'intérieur d'eux. Alors, comment est-ce qu'on travaille une partie compassionnelle? Alors, on va le favoriser en faisant une multitude d'imageries guidées où le patient s'entraîne à créer petit à petit cette soi compassionnelle interne qu'il va devenir de plus en plus apte à activer et utiliser dans des situations difficiles. On va aussi travailler sur des postures différentes qui favorisent la compassion, sur la manière de poser notre voix. Notre cerveau est très sensible à notre voix. Et voilà, je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus puisque j'ai bien dépassé l'heure déjà. Alors, la seule chose que j'ai envie de vous dire, si vous voulez plus loin, comprendre plus sur cette approche, rendez-vous sur le site que je vous ai mis en référence, The Compassionate Mind.
ou alors vous pouvez lire un des nombreux livres sur le sujet, ou alors me téléphoner pour que je puisse vous guider, pour que vous puissiez savoir un peu plus. J'espère que vous avez